La Cantini avec vous, numéro de ce 28 juin 2025. Madame, monsieur, bon matin à toutes et à tous. Merci d'honorer cet autre rendez-vous, votre moment d'échange avec votre institution hospitalière. La Cantini avec vous. C'est une coproduction Hôpital La Cantini de Douala, Radio Balafon. La supervision est assurée par le directeur de l'Hôpital La Cantini de Douala, le docteur Marie-Solange Domé-Bonguet, et bien sûr à la coordination, comme tous les samedis, c'est Georges Sémé. Deux médecins, deux spécialistes en tout cas. Docteur Serge Fotso, chimie, chef du service de gastro-entérologie, et puis Sen Mouvera Mariama, diététicienne. Intoxication alimentaire, risque et prise en charge à l'Hôpital La Cantini de Douala. C'est bien sûr, vous l'aurez compris, la thématique ce matin pour cet autre numéro. À la mise en onde ce matin, il officie Romain Delphin Imti. À ce micro de présentation, Gertrude Fernand Djoka. Madame, monsieur, vous le savez, cette émission est la vôtre. Vous appelez pour échanger. Bien sûr, une préoccupation en lien avec la thématique du jour, et nos invités se feront un plaisir et davantage un devoir d'apporter de la lumière à cette zone d'ombre qui prévaut donc de votre côté. Au 650 25 25 50, cela se passe. Madame, monsieur, bienvenue. L'hôpital La Cantini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Cantini avec vous sur Radio Balafon. Non pas un spécialiste, mais deux avec nous ce matin pour cet autre numéro. Nous vous le disions il y a encore un instant. Le docteur Serge Fotso-Chimie, chef du service de gastro-entérologie, est avec nous. Bon matin, docteur. Bonjour, madame. Merci beaucoup de m'avoir invité. Pas loin de vous, on a bien présente Sen Mouvera Mariama qui nous revient. Elle est diététicienne. Bon matin. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Avec vous, nous parlons donc d'intoxication alimentaire, risque et prise en charge à l'hôpital La Cantini de Douala. Alors, dans le sillage de l'actualité sur l'intoxication alimentaire massive, survenue donc au quartier Nouvelle à Douala, c'était le 24 juin dernier et donc cette semaine. Docteur Fotso, qu'est-ce qu'une intoxication alimentaire d'entrée de jeu et puis quelle est la différence qu'est-ce qui fait la différence avec un empoisonnement? Je vous remercie pour la question. Je tiens d'abord à remercier le directeur de l'hôpital La Cantini qui nous offre cette plateforme en association avec le directeur de la Radio Balafon afin qu'on puisse débattre des sujets de santé publique qui concernent la population. Je tiens déjà à saluer mes collègues à l'hôpital La Cantini, à saluer également toute la population qui nous écoute. Bon, lorsque l'on parle d'intoxication alimentaire, il faut savoir que c'est une maladie digestive qui est due à l'ingestion d'aliments qui sont contaminés par des germes, par des bactéries, par des virus, par des champignons ou par toute autre toxine. Donc il s'agit d'une contamination d'un aliment qui va entraîner une maladie digestive. Ce qui n'est pas le cas de l'empoisonnement. Parce que l'empoisonnement, c'est un acte volontaire, un acte délibéré d'une personne qui met une substance toxique à l'insu sans que la personne qui est censée consommer le repas le sache, et dans le but de nuire et d'attenter à la vie de la personne qui est censée consommer le repas. Donc il y a une différence entre une intoxication alimentaire et un empoisonnement. L'intoxication, comme je l'ai dit, c'est plus une contamination. Alors, si on va être sûr de bien comprendre, ça ne s'appelle poison qu'au moment où c'était intentionnel. C'est cela? L'empoisonnement traduit un acte délibéré. L'intoxication alimentaire, il s'agit d'une contamination, soit du fait de l'ignorance, soit du fait d'un manque d'hygiène qui peut être la cause de cela. Alors, Sen Mouvera, vous êtes diététicienne à l'hôpital La Cantini. En dehors de l'intoxication enregistrée cette semaine,
Et donc le 24 juin dernier, vous recevez régulièrement des personnes victimes d'intoxication alimentaire. Est-ce que ça arrive assez souvent? Oh, merci beaucoup de me passer la parole. C'est encore une fois de plus un honneur pour moi de passer à Radio Balafon. Je ne manquerai de dire merci à notre directeur, Madame Docteur Ndom. Et j'ai dit aussi merci au directeur de Balafon qui nous donne le privilège de parler de questions santé avec les auditeurs. Merci, chers auditeurs, de nous écouter. Ok, en ce qui concerne l'intoxication alimentaire, généralement, à l'hôpital à Quintini, j'en reçois très peu. Pourquoi j'en reçois très peu? Parce que déjà, puisque c'est une contamination, ce qui fait que beaucoup de patients, c'est lorsque c'est déjà à un degré très élevé qu'on reçoit des patients. Et là, on les reçoit aux urgences. Donc, ce qui fait que en ma matière de diététicienne, généralement, j'en reçois très peu et des conseils sont donnés et puis on essaie de pallier à ça. Pas beaucoup de victimes, peu de victimes d'intoxication alimentaire. Non, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas beaucoup de victimes. D'accord. Oui. Alors pourquoi, ça veut dire que, pourquoi est-ce que vous n'en recevez pas? Ça veut dire qu'à mon niveau, en fait, les garçons ont déjà géré. Ils ont géré la plupart. Et d'accord. Ce qui fait que mon intervention vient juste après l'intoxication alimentaire. Ah d'accord. Là, on est davantage fixé sur la question. Docteur Photochimie, quelles sont les principales causes liées à une intoxication alimentaire? Les principales causes liées à une intoxication alimentaire, les plus courantes déjà, les plus incriminées, c'est la consommation de viande fraîche, viande non cuite, la consommation d'œufs non cuits, la consommation de lait non pasteurisé. Il faut savoir que quand un germe contamine ce type d'aliment, il prolifère rapidement. C'est pour ça qu'on recommande généralement pour ce type d'aliment de bien cuire les repas. Et la consommation également de légumes frais. Il faut savoir que de nos jours, on utilise beaucoup plus d'insecticides organiques. Et il faut bien nettoyer ces légumes avant de les consommer. Parce que ces insecticides organiques peuvent être cause d'intoxication alimentaire. Il y a également les champignons. Les champignons, parce qu'il y a de bons champignons, mais il peut y avoir des champignons toxiques. Et ces champignons toxiques également, lorsqu'ils sont consommés, peuvent être cause d'intoxication alimentaire. Bon, comme autre cause, il y a les maladies liées au péril fécal, c'est-à-dire le manque d'hygiène des personnes qui sortent des toilettes sans se laver les mains et qui vont toucher d'autres personnes ou toucher des aliments et qui peuvent contaminer ces derniers. Mettre des germes dans une nourriture qui sera par la suite consommée et entraîner des problèmes. Bon, il faut aussi voir comment les aliments que l'on consomme ont été stockés, comment ils ont été préparés, et tout cela peut jouer un rôle dans la survenue d'une intoxication alimentaire. Et il ne faut pas aussi oublier les fruits de mer. Oui, c'est les crustacés, tout cela qui peuvent contenir soit des toxines, soit des germes également, qui peuvent entraîner une intoxication alimentaire lorsqu'ils sont consommés. Donc voilà autant de causes d'intoxication alimentaire que l'on peut citer. Voilà. Alors, San Mouvera, on l'a dit, vous êtes diététicienne. C'est l'occasion, avant de prendre la prochaine question, de repréciser à nos auditeurs la différence entre le diététicien et le nutritionniste. On l'avait fait la dernière fois, c'est l'occasion de rappeler. Ok. En fait, qu'est-ce que je disais la dernière fois? La dernière fois, j'ai dit que le nutritionniste, en fait, la nutrition, elle est vaste. D'accord. Mais par contre, le diététicien vient à partir d'une prise en charge, d'une enquête alimentaire. Le diététicien, lui, il est là pour traiter le patient comme si il était... comment est-ce que je peux bien m'exprimer? Bon, le diététicien, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il consulte le patient, et après avoir consulté, il donne une alimentation en fonction de sa pathologie. Et non seulement c'est en fonction de sa pathologie, mais en fonction de ses habitudes alimentaires, en fonction en fonction de l'âge aussi. Oui, c'est un peu comme ça que le diététicien gère. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il traite par l'alimentation. D'accord. Donc, quand on parle de diététique, on parle de traiter par l'alimentation. Et le nutritionniste, lui, fait quoi? Le nutritionniste, lui, vient, il va donner des conseils, il donne des conseils généralisés, il fait des recherches approfondies et tout le reste. Mais le diététicien, lui, vient appliquer ce que le nutritionniste fait.
Très bien. Alors, en votre qualité de diététicien, le rôle du nutritionniste dans un cas comme celui-là, c'est-à-dire quand on veut mettre des garde-fous par rapport à une intoxication alimentaire, c'est quoi? Ok. En ce qui concerne l'alimentation, l'intoxication alimentaire, par rapport au diététicien, qu'est-ce qu'il vient faire, ou bien le nutritionniste? Ok, son apport ici, c'est quoi? C'est que il va étudier la situation, puisque c'est toute une équipe qui gère. C'est toute une équipe qui gère. Il y a les gastros qui sont là, qui vont gérer avec lui. Donc, ils vont essayer d'étudier ensemble quel est effectivement le germe qui est responsable. Et maintenant, lorsqu'on découvre quel est le germe qui est responsable de la pathologie, déjà, on va prendre en charge, le gastro va prendre en charge. Et puis maintenant, le nutritionniste va venir donner son apport au niveau de la réadaptation nutritionnelle du patient. Ok, donc il va venir aider le patient à se réadapter. Comment est-ce qu'il doit maintenant recommencer, donner des conseils hygiéno-diététiques, comment est-ce qu'il doit continuer afin de ne plus faire face à cette intoxication alimentaire. Justement, on va en parler tout à l'heure. D'abord, Dr Fotso, dites-nous, comment je me rends compte de ce que je souffre d'une intoxication alimentaire. Je suis en train de faire une intoxication alimentaire ou alors j'ai mon fils ou ma fille devant moi. Comment je me rends compte, à partir de quels symptômes je peux détecter que voilà, je suis devant un cas d'intoxication alimentaire? Quels sont les signes qui m'alertent, les premiers en tout cas? On a vu qu'il y a plusieurs causes d'intoxication alimentaire et il y aura donc ainsi plusieurs manifestations cliniques. Il faut savoir que ça peut être un germe qui est à l'origine, ou bien une toxine produite par ce germe, ou bien une toxine contenue dans l'aliment que l'on a ingéré. Ces germes-là, généralement, si ce sont des germes qui sont en cause, vont entraîner une inflammation du tube digestif. On parle généralement de gastro-entérite. Il peut y avoir donc des diarrhées, des vomissements, des douleurs abdominales, et ça peut m'aller, puisque si c'est un germe qui envahit tout le corps, ça peut entraîner de la fièvre. Donc, quand c'est dans le germe, donc, on a vu toutes ces manifestations-là. Et il faut savoir que le temps entre la contamination et la manifestation des symptômes peut varier de 1 heure ou bien moins d'1 heure à 3 jours. D'accord. Ça veut dire que vous pouvez avoir mangé quelque chose il y a 3 jours et vous en faites... Oui, vous manifestez ensuite. Là. On parle de période d'incubation. Donc, et il faut voir également si les personnes qui ont ingéré, puisque c'est généralement pas une seule personne qui a ingéré le repas, est-ce que les autres personnes présentent également des signes? C'était justement une question que je voulais poser. Est-ce qu'il est possible de consommer le même repas, mais d'être peut-être la seule personne ou de n'être que deux à faire une intoxication alimentaire? Est-ce que... Pourquoi pas? Ça dépend aussi du volume, de la quantité qu'on a ingéré et des toxines qui se retrouvent de la susceptibilité individuelle également. Et comme je l'ai dit tantôt, il faut voir qu'il y a plusieurs manifestations cliniques. Il y a des manifestations directes liées à l'invasion, il y a des manifestations liées à la toxine. La toxine également, si c'est une toxine qui est à l'origine d'une intoxication alimentaire, peut être à l'origine de signes neurologiques. À savoir une hyperactivation du système parasympathique, la personne a un myosis, la personne a une chute de la tension artérielle, la personne a des hallucinations, des convulsions et autres. Il faut voir que quand on fait des diarrhées, des vomissements, on peut avoir une déshydratation, on peut également entrer en état de choc, ce qui peut compromettre notre vie. C'est ça, parasymptôme. Vous avez dit para quoi? Vous avez utilisé des termes assez techniques tout à l'heure. Je ne suis pas certaine que tout le monde a compris. Oui, non, j'ai parlé des toxines qui peuvent attaquer le système neurologique. Et c'est quoi parasymptôme? Quoi? Parasympathique. Le système parasympathique, c'est le système nerveux autonome. C'est sympathique? Oui. Comment ça, c'est sympathique alors que ça fait mal? Ça rend malade? Non. C'est pour déranger, mais davantage pour qu'on comprenne. Lorsqu'on parle de parasympathique, il s'agit de quoi exactement? Alors ça fait partie du système nerveux autonome. Ça fait partie d'une branche de notre système neurologique qui est censée réguler une partie du fonctionnement du corps.
Et là, ce qu'on a mangé vient tout mettre, voilà, sens dessus-dessous. Vient tout faire basculer. Voilà, vient tout faire basculer, mettre tout sens dessus-dessous. Alors, quel régime alimentaire est-ce qu'il est recommandé de prendre après mais peut-être pour revenir sur la préoccupation de cet auditeur qui a envoyé son message, est-ce que quelqu'un qui bave, c'est un signe d'une intoxication alimentaire? Justement, quand il y a... Puisque j'ai parlé de deux mécanismes, il y a des toxines qui peuvent s'attaquer directement au système neurologique. Oui. Et il y a les bactéries qui peuvent envahir, bactéries virus qui peuvent envahir le corps, entraîner une infection. Bon, si cette toxine attaque le système neurologique, il peut avoir une hypersalivation, il peut avoir un myosis, il peut avoir une chute de la tension artérielle également, il peut avoir d'autres signes neurologiques, convulsions, hallucinations qui peuvent se retrouver. Donc effectivement, oui, il peut avoir ces signes-là. Voilà, hypersalivation. Une hypersalivation. Et cet autre auditeur qui voudrait savoir, c'est quoi cette... je ne sais pas si on dira substance de couleur blanche que l'on peut voir apparaître sur les lèvres d'une personne après avoir consommé le repas. C'est-à-dire qu'elle tombe dans un état d'inconscience et puis il y a de l'hypersalivation. C'est toujours de la salive. Oui, c'est toujours de la salive. Ah d'accord. Voilà. Ça permet de fixer notre auditeur sur cette préoccupation-là aussi. Docteur Sen Mouvara, quel régime alimentaire est-ce qu'il est recommandé après une intoxication alimentaire? On doit manger quoi? On ne doit pas manger quoi à ce moment-là? Ok. Déjà, après avoir fait face à cette crise, il est préférable, généralement pour le patient ou bien pour la victime, de consommer de l'eau. D'abord, de l'eau. Parfois, je conseille de l'eau tiède avec un peu de citron pour une réadaptation. Mais déjà, l'alimentation doit être très légère. Ça veut dire après de l'eau, on va consommer. Mais après une intoxication alimentaire, il est conseillé de rester 3-6 heures de temps sans rien manger. Rien manger, d'accord. Oui, le temps de laisser à notre tube digestif, à notre métabolisme de se reformer et de vider l'estomac et tout le reste. Donc, ce qui fait que après 3 heures, 6 heures de temps, on peut commencer par des soupes légères, des bouillons aux légumes, du riz, peut-être un fruit comme la banane, ainsi de suite. Bon, maintenant, l'alimentation, comme je dis toujours, ça dépend de chaque organisme. Pas de chaque organisme, de chaque personne. Parce que ce qui est sûr, le diabétique ne va pas commencer sa réadaptation comme celui qui est normal. D'où il est toujours nécessaire d'avoir des conseils hygiéno-diététiques en fonction de son état de santé actuel. Oui. 650 25 25 50, le numéro de téléphone qui vous permet d'échanger avec nos spécialistes ce matin, le docteur Fotso Chimi et Sen Mouvara, qui se feront bien sûr le devoir d'apporter de la lumière à ce qui paraît sombre ou confus par rapport à une situation bien sûr en lien avec la thématique ce jour. Nous parlons d'intoxication alimentaire, risque et prise en charge à l'hôpital Lacantini après ce qu'on a pu vivre cette semaine du côté du quartier New Bell, cette intoxication alimentaire massive, plus d'une centaine de victimes, mais tout avec malheureusement des morts à la clé, 2 enfants qui ont perdu la vie, mais les autres victimes ont pu être prise en charge, notamment à l'hôpital Lacantini de Douala. Et avec nos spécialistes ce matin, on parle de l'intoxication de manière générale alimentaire, de l'intoxication alimentaire. Docteur Fotochimi, dites-nous quel est le circuit de prise en charge d'un cas d'intoxication alimentaire. Lorsque j'arrive souffrant moi-même ou alors je suis en compagnie d'un patient, d'une personne qui souffre d'intoxication alimentaire, qu'est-ce que je fais? Au niveau de l'hôpital à Quintini, il y a des urgences pédiatriques, il y a des urgences adultes et en fonction de l'âge du patient, il y aura une orientation qui va se faire. Maintenant, dans ces différents services, il y a une prise en charge spécifique en fonction des symptômes que le patient va présenter et il y aura des différents spécialistes auxquels on fera appel également pour étoffer la prise en charge. Voilà, bon, c'est surtout ce que nous avons prévu au niveau de l'hôpital pour la prise en charge de ces patients. Avant de poursuivre sur les
les différents risques, avant d'appuyer là-dessus, sur les risques liés à une intoxication alimentaire. Sen Mouvera, dites-nous, quelles sont les précautions qu'il faut prendre pour éviter une intoxication alimentaire? C'est possible d'éviter, n'est-ce pas? C'est possible, c'est très possible. Alors, je pense que Dr Chimi l'a énuméré au début. Et s'il faut encore être plus clair, il y a d'abord l'hygiène. Ça commence d'abord par l'hygiène. L'hygiène des mains, l'hygiène corporelle, l'hygiène des aliments. Donc l'hygiène de façon générale qu'il faut respecter. Ensuite, il y a la cuisson des aliments. Donc si un aliment... Il faut bien cuire. Si un aliment est mal cuit comme les viandes, ils peuvent conserver les bactéries qui vont produire des toxines dans l'organisme plus tard. Il y a des mélanges des aliments. Il y a des mélanges qui peuvent créer une intoxication alimentaire. Il y a des mélanges qui peuvent créer. On va revenir là-dessus. On va au téléphone pour prendre le premier auditeur qui se signale. Allô, bon matin. Bon matin, madame. Comment je vous appelle, monsieur? Raphaël Weka. Raphaël? Weka, oui. Bienvenue, Raphaël. Nos spécialistes vous écoutent. Bonjour, deux docteurs. Bonjour, monsieur. Merci. Et à l'équipe en studio. Ma question s'adresse particulièrement au gastro. Mais je vais parler du mal gastrique aujourd'hui, pas de l'intoxication alimentaire. Je voudrais savoir si le mal gastrique, ça se guérit. Parce que j'ai le problème d'estomac depuis plus de 30 ans. Et j'avais fait la fibro, on me dit qu'il y a les blessures au niveau de l'estomac. Je me demande si ces blessures-là, depuis 30 ans, ça ne s'infecte pas. Ce sera tout, madame. D'accord. Merci infiniment, Raphaël. Vous raccrochez, restez à l'écoute. Le docteur Fotso vous répond. Bonjour, monsieur Raphaël. Bon, le mal gastrique, les douleurs épigastriques sont... Est-ce que ça se soigne? Est-ce qu'on en guérit? Ça dépend de la cause. Ah, d'accord. Voilà, parce qu'il y a plusieurs causes de gastrite. Et ça peut être une infection bactérienne, on parle généralement d'infection Helicobacter pylori. Ça peut être une cause auto-immune, c'est-à-dire un problème au niveau de la réaction immunitaire de notre corps. On a dans notre immunité qui se retourne contre certains cellules de notre corps. Ça peut être un trouble moteur, à savoir le péristatisme, c'est-à-dire la mobilité, la motricité de l'estomac et de l'intestin ne se déroule plus normalement. Ce qui fait que la bile normalement qui est excrétée au niveau de l'intestin et qui devait descendre pour permettre la digestion, ce parcours-là, ce trajet ne se fait plus normalement et la bile revient dans l'estomac, entraînant dans ce qu'on appelle des gastrites réactionnelles. Donc il y a autant de choses, autant de causes, et en fonction de ces causes, maintenant, il y a soit un traitement qui peut entraîner une guérison définitive si c'est une infection bactérienne, mais si c'est un trouble moteur, ça peut revenir tout le temps. Et il doit y avoir un traitement itératif. Et tout cela également sera fonction de la relation qu'il aura avec son médecin. Le médecin doit bien lui expliquer cela. Sans compter le fait qu'il peut avoir également un problème neurologique, le stress. Il faut savoir qu'au niveau du tube digestif, on a près de 200 millions de neurones. Le tube digestif, c'est un peu comme une sorte de deuxième cerveau. Tube digestif. En entier. Après 200 millions de neurones. C'est 10 fois moins que le cerveau. C'est 200 millions de neurones, c'est autant de neurones qu'il y a dans le cerveau d'un macaque. Donc, il faut voir qu'il y a donc une interaction entre notre psyché, entre notre comportement et le tube digestif. Si on est stressé, c'est clair qu'on va sécréter beaucoup plus d'acide et avoir des douleurs abdominales. Donc il y a toutes ces choses qui entrent en compte et qui peuvent être à l'origine d'un mal gastrique persistant. Donc pour Raphaël, le message serait peut-être de faire un tour à l'hôpital La Cantine de Douala. Voilà. Pour une consultation qui permettra d'en savoir un peu plus sur notamment les causes, puisque vous avez dit que tout dépend de la cause. Tout dépend de la cause, en fait. Voilà. On espère il a été satisfait. Raphaël, merci d'être passé par ici. C'est 50 25 25 50, numéro de téléphone pour échanger avec nos spécialistes. Bien sûr, on reste on tient à cela, on le précise, on reste sur la thématique du jour. On parle d'intoxication alimentaire, notamment avec l'actualité de cette semaine. On en parlera d'ailleurs dans un moment avec Georges Sémé qui assure la coordination de ce programme. Alors, quels sont les... Non, on n'en avait pas fini, Sen Mouvera, avec
la précédente préoccupation, à savoir les précautions à prendre pour éviter une intoxication. On a parlé de l'hygiène des mains, de bien cuire les aliments, d'éviter certains mélanges aussi. Mélanges crus, cuits, mélanges cuits aussi qui sont aussi souvent... Oui. Donc les aliments qu'on a fait cuits et les aliments qu'on a fait crus, généralement quand on les mélange, ils peuvent aussi avoir des effets. Il y a aussi il y a certains aliments aussi lorsqu'ils sont cuits, par exemple, ou bien les aliments aussi mal cuits. Si vous préparez par exemple un mets de pistache, vous ne le faites pas bien cuit, c'est probable que vous pouvez vous retrouver avec une intoxication alimentaire. Donc je pense que c'est... En gros, de façon... Voilà. Au téléphone, allô, bon matin. Oh là là. Allô, bonjour. Reparti déjà, malheureusement. Mais on a encore un petit peu de temps, pas beaucoup, c'est vrai. Mais encore un petit peu de temps pour échanger. 650 25 25 50. Alors, quels sont les risques liés à une intoxication alimentaire? Est-ce qu'on peut avoir des séquelles après une intoxication alimentaire, docteur Fotso? En cas d'intoxication alimentaire, il peut y avoir des complications aiguës. Ce sont celles qui sont les plus dangereuses. On a parlé de diarrhée, de vomissement. Cela peut entraîner une déshydratation sévère et entraîner un état de choc qui, s'il n'est pas rattrapé à temps, peut entraîner la mort du patient. On a parlé également des signes neurologiques et tout cela qui peuvent être un problème également pour le patient et qui peuvent également entraîner la mort si le patient n'est pas rapidement pris en charge. Comme complication à long terme, cela est fonction de la cause, peut rarement, mais c'est exceptionnel, c'est généralement des complications aiguës, exceptionnellement des lésions rénales, une maladie rénale chronique qui peut rester à la longue, mais c'est rare. C'est rare d'avoir des séquelles d'une intoxication alimentaire. Georges Sémé, il nous a rejoint sur le plateau au téléphone encore, malheureusement reparti déjà. Alors Georges Sémé, bon matin. Bon matin Gertrude et bonjour aux auditeurs de Radio Balafon et les followers qui sont nombreux. Vous êtes avec nous et l'actualité de cette semaine le justifie, des cas d'intoxication alimentaire massive que vous avez reçus à l'hôpital La Cantine de Douala. Effectivement, c'était un moment particulier pour l'hôpital La Cantine. D'abord pour rappeler que la dernière fois qu'on a eu un tel déploiement, c'était en 2023, en juillet 2023, avec l'effondrement de l'immeuble de Ndokbong, où il y a eu des victimes qui ont été reçues à l'hôpital La Cantine et où nous avons mis en place notre plan de gestion des catastrophes qui, cette fois-ci encore en 2025, le 24 juin, a parfaitement fonctionné parce que, pour la petite histoire, vous savez, madame le directeur que je salue ce matin, reste plus sur le terrain qu'au bureau. Et au moment où nous recevons les premiers appels des autorités de la ville, nous étions en fait en train de visiter les chantiers en cours d'exécution à l'hôpital La Cantine. C'est juste à ce moment que nous recevons le premier appel d'une autorité de la ville disant qu'il faut déployer notre SAMU à Newbel pour une situation qui est assez inquiétante. Tout de suite, l'équipe du SAMU a été déployée et à ce moment, nous n'avions pas encore l'information sur ce qui se passait effectivement à Newbel. Nous avons envoyé une première ambulance SAMU. Elle est sortie de l'hôpital en une dizaine de minutes. Vous savez, rallier le quartier Aqua à Newbel avec les embouteillages, c'est pas très évident, mais en une dizaine de minutes, notre premier véhicule du SAMU a pu rallier Newbel. Les premiers cas d'intoxication sont arrivés et c'est là où nous avons réalisé l'ampleur du phénomène parce que ils étaient au moins une quinzaine. Mais avant l'arrivée de ces premiers cas, nous avons mis en branle notre plan de gestion des catastrophes. Nous avons fait appel à tous les spécialistes. Certains même sont revenus du quartier, dont le docteur Fotso et Sen Mouvera, qui sont revenus du quartier, qui ont été rappelés parce que il y avait une centaine de personnels qui ont été mobilisés, brancardiers, les paramédicaux, les médecins et même le personnel administratif. Les vigiles, parce qu'il fallait évidemment assurer la fluidité de la circulation intra-hospitalière, mais maîtriser la foule qui est venue par centaines et centaines. On a même contenu une partie de la foule hors du portail parce que on ne pouvait plus, donc les forces de l'ordre ont été mobilisées massivement, nos vigiles, la police de Douala et la gendarmerie. Donc,
tout le dispositif a été mis sur pied et l'hôpital Lakentini est l'un des rares hôpitaux du Cameroun qui dispose d'un talkie-walkie. Je peux vous assurer que... Vous avez toujours le vôtre avec vous. Je peux vous assurer que cet instrument de communication a fonctionné à fond parce qu'il fallait appeler toutes les minutes tous les services pour que la prise en charge soit coordonnée. Et ça a été fait d'une façon magistrale sous la coordination de Madame le directeur. 3 services ont accueilli ces patients, les urgences pédiatriques bien évidemment, parce qu'il y avait au moins 99 enfants qui ont été reçus et victimes de cette intoxication alimentaire. Les urgences adultes ont été mobilisées également parce que sur les 105 cas que nous avons reçus, il y avait 6 adultes qu'il fallait suivre rapidement. Et parmi ces cas, il y avait un cas de 19 ans qui était extrêmement préoccupant, qui a été admis au service de réanimation. Donc, nous avons donc mobilisé le personnel, les services. Nous avons progressivement libéré ceux dont les cas n'étaient pas extrêmement préoccupants. C'était 20 enfants qui étaient libérés une trentaine de minutes après l'arrivée. Et les autres cas, 85, ont été maintenus parce qu'il fallait se rassurer que la situation n'était pas fort inquiétante. Mais au fur et à mesure que nos médecins intervenaient, on les autorisait à sortir au fur et à mesure. Donc aux alentours de minuit, il n'y avait plus que 6 cas qui restaient à l'hôpital Lakentini. Donc le 25, le suivi de ces 6 cas s'est poursuivi et au soir du 25, il n'y en avait plus qu'un cas. C'était ce cas qui a été admis au service de réanimation, qui est encore en observation aujourd'hui à l'hôpital Lakentini, mais qui est sorti de la réanimation, qui est dans une unité qu'on appelle le Petit Péan et qui continue de bénéficier gratuitement des soins, comme tous les autres 105 cas d'ailleurs, gratuitement des soins. Et on n'a pas eu de décès à l'hôpital Lakentini comme le font croire certaines personnes. Il n'y a pas eu de décès à l'hôpital Lakentini, vous l'avez relevé. C'était à l'hôpital du district de Nubel qu'il y a eu 2 décès, pas à l'hôpital Lakentini. Donc, mon intervention consistait à rassurer les populations au nom du directeur de l'hôpital Lakentini que nous avons un plan intégré de gestion des catastrophes qui a parfaitement fonctionné. Le personnel a été mobilisé, une centaine comme je le disais, et les images circulent en boucle dans les réseaux sociaux où on a vu Madame le directeur elle-même coordonner cette opération. Monsieur le gouverneur est arrivé. Toutes les autorités sont arrivées pour voir comment ça se passait et au nom de Madame le directeur, j'aimerais ici remercier tout le personnel de l'hôpital Lakentini qui a été parfaitement briefé sur la situation et qui a mené à bien cette opération massive de prise en charge de ces intoxiqués. Et bien évidemment, on ne saurait oublier les autorités de la ville de Douala qui se sont très rapidement mobilisées également à travers les appels, à travers leur coordination, à travers leur supervision pour que tout se passe bien. On sort de ce numéro, Dr Fotso, peut-être édifier les uns les autres si c'est possible, on ne sait pas. Hein. Est-ce qu'on a déjà une idée de ce qui a pu mettre toutes ces personnes-là dans cet état? On le note pour les 105 cas reçus par l'hôpital Lakentini de Douala, ça s'est plutôt bien passé au niveau de la prise en charge. C'était quoi comme symptômes qu'ils présentaient comme état et est-ce qu'on a une idée de ce qui... À l'heure où on parle, hein, est-ce qu'on sait déjà ce qui a pu les mettre dans cet état-là? La plupart des patients qu'on a reçus présentaient presque pas de symptômes, à peine de diarrhée et vomissement. Oui, le seul cas qui a été admis en réanimation présentait des signes neurologiques d'intoxication, ce qui a nécessité une prise en charge particulière avec oxygénothérapie, mise sous atropine et tout. Et actuellement, elle va mieux. Bon, l'enquête est toujours en cours quant à ce qui est à cause de tout cela. On poursuit l'enquête pour en savoir un peu plus sur l'origine, de cette on sait que ce sont des biscuits qui ont été consommés, mais on ne sait pas c'était quoi exactement. Donc à l'origine de cet état d'intoxication alimentaire enregistré. Point final à cet autre numéro, Dr Fotso, Radio Balafon vous remercie. Je vous remercie également. Sen Mouvera, notre diététicienne, c'était un plaisir renouvelé pour Radio Balafon. Merci beaucoup, merci. Georges Sémé, on se dit à samedi prochain. À samedi prochain, j'ai juste un instant pour rappeler les numéros pour lesquels le public peut joindre en cas de consultation l'hôpital Lakentini. C'est le 621 60 72 41, 6 59 28 52 53, 6 21 60 72 41, 6 59 28 52 53. Vous appelez à n'importe quel moment. Nos spécialistes vous recevront et vous orienteront en cas de consultation voulue.
La Cantini avec vous, point final. La mise en onde était assurée par Romain Delphin Inti. Madame, monsieur, à ce micro, Gertrude Fernande Bidjoka. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Merci de rester connectés. Agréable écoute à toutes et à tous. Bon week-end. Balafon FM, la radio qui vous écoute. Avec Hospicare de Momo, même hospitalisé, ton revenu est garanti. Reçois jusqu'à 33 000 francs pour compenser ta journée perdue. Souscris à partir de 500 francs sur étoile 294 dièse. Figure d'ici, figure d'ici, figure d'ici, figure d'ici, figure d'ici. Immersion dans l'histoire de nos figures. Figure d'ici, l'histoire de nos grandes figures, l'histoire de nos grandes légendes. Le passé recomposé au présent avec Emmanuel Coco. Figure d'ici sur Radio Balafon. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. C'est une édition spéciale des Figures d'ici que nous vous offrons. Une édition majestueuse, mi-royale, avec deux des plus emblématiques chefs traditionnels du Cameroun. Ils nous viennent de la zone anglophone du pays. Fon Salomon Anguafo III et le Paramount Chief Victor Moukete. Deux autorités traditionnelles qui ont contribué à la réunification et la consolidation